Quatrième commémoration du séisme de magnitude 9 produit au Japon. Une minute de silence a été observée en mémoire des près de 18 500 personnes qui y ont péri. Au Burkina Faso, les partis politiques et la société civile disent non aux candidatures de militaires à la prochaine présidentielle. La déclaration a été faite hier. Nouvelle explosion mardi au nord-est du Nigeria. 7 morts au moins et 17 blessés en découlent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En Centrafrique, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en visite dans le pays depuis ce matin. L'objectif est d'évaluer les progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays au cours des 6 premiers mois d'action de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Suivez à présent les explications de François Delattre. Il est le chef de cette mission et représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies. Cette visite du Conseil revêt une importance toute particulière. Et là, je dirais pour double objet d'évaluer et d'encourager. Évaluer d'abord les progrès accomplis, les importants progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays. Évaluer les progrès dans le déploiement et la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, 6 mois après le transfert d'autorité de la MISCA, dont nous saluons l'action. Donc évaluer d'un côté, encourager de l'autre, encourager les évolutions en cours en République centrafricaine, notamment la transition politique avec le prochain forum de Bangui. Une nouvelle explosion a fait au moins 7 morts et 17 blessés mardi à Maïdougouri, grande ville du nord-est du Nigeria. Ville déjà frappée samedi par un triple attentat attribué à Boko Haram au moment où le gouvernement prédit l'élimination prochaine des islamistes. Selon des témoins, une kamikaze s'est fait exploser au Monday Market. Précisons que les forces de sécurité ont procédé à la détonation contrôlée d'une bombe posée non loin du marché. Nous nous rendons à présent en Côte d'Ivoire, juste après la lourde condamnation de l'ex-première dame. La défense de Simone Gbagbo a dénoncé un verdict scandaleux. Elle pourrait toutefois bénéficier d'une grâce présidentielle en signe de réconciliation. Le Rassemblement des Républicains, le parti du chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, s'est réjoui de ce que les victimes ont enfin du baume au cœur dans un pays résolument engagé dans la lutte contre l'impunité au lendemain du verdict. Suivez ce Vox Populi. Je suis d'accord qu'elle soit condamnée parce qu'elle a tué plusieurs personnes dans les communes différentes, partout à peu près, à Bobo, à Djamé, Cocody, à peu près. Donc ça me fait beaucoup plaisir à ce qu'elle soit condamnée. C'est justifié, puisque à ce moment, vraiment on a souffert. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays comme ça et puis tuer tes populations. C'est dangereux. Donc chez moi, c'est un peu au moins 30 ans. Je vois que les juges du tribunal de première instance peut-être sont manipulés par le pouvoir. Donc je vois aussi que non, Mme Gbagbo n'a pas monté aussi la population contre un régime. Elle a su jouer sa partition qu'en tant que première dame. Donc sa condamnation n'a pas été vraiment parfaite. On doit poursuivre plus les deux camps parce que on voit que la justice là pour actuellement elle est seulement que visée, elle vise seulement que le premier camp. Mais je pense que si on vise les deux camps, ça va amener les esprits ivoiriens à se calmer. On essaie d'avancer et puis parler de la condamnation de Simone Gbagbo, tout ça. Bon, on l'a condamné, mais c'est pas un truc sur lequel on va s'attarder pour dire. Moi, je trouve que non, ça ne me regarde pas en fait. Voilà.
D'importantes organisations de la société civile et une trentaine de partis politiques se sont prononcés mardi soir contre les candidatures de militaires à la prochaine présidentielle au Burkina Faso. Une déclaration ciblant le général Djibril Bassolé, un des favoris du scrutin. Les militaires doivent être exclus du jeu politique, ont affirmé ces structures dont les représentants ont rencontré en fin de journée le président Michel Kafando. Une réunion de la rébellion à dominante Touareg du nord du Mali est prévue ce mercredi à Kidal, dans le nord-est du pays. Le but est de se prononcer sur l'accord de paix d'Alger, déjà paraphé par le gouvernement. Interprété par l'ONU et Bamako comme étant une tentative de saboter la paix au Mali, le récent attentat de Bamako fait accroître la pression internationale déjà forte sur les rebelles pour signer ce document. La coordination des mouvements de l'Azawad devrait donc tenir une réunion ce mercredi. Au menu de cette rencontre, les rebelles diront s'ils acceptent ou rejettent l'accord de paix et de réconciliation établi au terme de 8 mois de négociations à Alger, selon un délégué. Rappelons que des représentants du gouvernement malien et des groupes armés qui le soutiennent ont paraphé le document le 1er mars dernier. Mais la coordination des mouvements de l'Azawad, après avoir exigé en vain des amendements, avait demandé un délai raisonnable pour consulter sa base. Dans le but d'isoler les djihadistes, le gouvernement malien et la communauté internationale ont pressé lundi les rebelles de signer l'accord de paix. Le 11 mars 2011, ce jour-là, près de 18 500 personnes ont péri dans un violent séisme de magnitude 9 au nord-est du Japon. Les Japonais sont tous appelés ce mercredi à respecter une minute de silence à l'heure précise à laquelle s'était produit ce tsunami. 5h46 GMT. Pour la 4e année de suite, les sirènes ont retenti et le pays s'est tu. Un silence en souvenir des victimes, pour la plupart emportées par un mur d'eau qui a dépassé 30 mètres par endroits le long de la côte pacifique. Des survivants et parents de disparus sur le littoral du nord-est de l'archipel ont prévu de se recueillir là où ont disparu leurs proches. La tragédie avait causé la mort de quelques 18 500 personnes. Les familles de près de 2600 personnes n'ont pas pu faire sereinement leur deuil, les corps n'ayant pas été retrouvés. Mais le drame était loin de s'achever. Pour cause d'une dégradation de leurs conditions de vie, plus de 3000 autres personnes sont mortes ensuite des conséquences de ce drame. 2 personnes sont encore portées disparues dans cette zone. Pour leur famille, nous faisons ce que nous pouvons pour essayer de retrouver les corps. Par ici, cela fait longtemps que nous n'avons trouvé personne. Il nous est arrivé de trouver des os, mais il s'est avéré qu'ils appartiennent à des animaux. À cette catastrophe naturelle s'est ajouté l'accident nucléaire de Fukushima qui a chassé des dizaines de milliers de personnes de leur domicile. Depuis le tremblement de terre de mars 2011, des milliers de secousses liées se sont produites. Dossier crash d'avion en Argentine. À présent, au total, 10 personnes ont péri, notamment des sportifs. La France et le monde sportif se retrouvent donc plongés dans le deuil. La France est toujours sous le choc après la mort de 10 personnes dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Un accident survenu dans la nuit du lundi à mardi. Du monde sportif frappé au cœur aux hommes politiques désolés par ces disparitions, les réactions se multiplient après l'annonce de la tragédie. C'est un drame, voilà, c'est juste un drame. Voilà, ce sont des gens, des jeunes, des gens de qualité qui se retrouvent dans un accident d'hélicoptère, quoi. Ça a été un choc, une grande tristesse. Voilà, franchement, c'est difficile d'en dire plus parce que bon, je crois que déjà la famille et l'entourage, c'est très compliqué pour eux. Rappelons que parmi les victimes de l'accident se trouvaient 2 pilotes argentins, la navigatrice Florence Artaud, la nageuse championne olympique Camille Muffat, le boxeur médaillé olympique de bronze à Pékin en 2008 Alexis Vastine.
Précisons que Florence Artaud est la seule femme à avoir remporté en 1990 la mythique Route du Rhum et Camille Muffat l'une des plus grandes championnes de la natation française. La revue de presse. Revue de presse que va nous présenter Joël dans un instant. Joël, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Alors nous démarrons la revue de ce matin par la Côte d'Ivoire où le verdict qui a résulté du procès de la crise post-électorale continue de meubler la une des principaux journaux. Tout à fait, 20 ans de prison ferme. L'Inter, dans sa publication du jour, affiche dans ses colonnes ce qui attend Simone Gbagbo et révèle que la CPI réclame toujours les premières dames. Le nouveau réveil de s'interroger, Simone Gbagbo sera-t-elle effectivement transférée à La Haye? En attendant la réponse, Fraternité Matin nous apprend qu'après la sanction pénale, la condamnation pécuniaire des pro-Gbagbo est évaluée à 950 milliards de francs CFA à payer à l'État. Notre voix parle de décision qui tue la réconciliation. Le temps, le verdict de la honte, la preuve d'une justice aux ordres. Aujourd'hui, condamnation sélective des pro-Gbagbo, la haine au pouvoir en Côte d'Ivoire. Soit Info rapporte, la fille de Simone Gbagbo se déchaîne. C'est malheureux, lâche-t-elle. On attend de voir. Et en Guinée, on en sait un peu plus sur le calendrier électoral. La CENI qui s'est prononcée hier. C'est exact. L'information nous est rapportée par Guinée-Conakry Info qui affiche la CENI annonce le chronogramme des élections. Africa Time précise le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 11 octobre. Média Congo renchérit, le premier tour de la présidentielle en Guinée aura lieu le 11 octobre et les communales fin mars 2016. Et au Bénin, les législatives d'avril prochain s'invitent quand même à la une des journaux. Tout à fait. Le Matin a préféré consacrer tout un dossier à ce que pourraient coûter ces élections aux candidats. Plus de 24 milliards de francs CFA pour frais de campagne. Un véritable gâchis économique, s'indigne le quotidien béninois. La Nouvelle Tribune législative 2015, un bien inquiétant et suspicieux projet de Yayi. Le Matinal, adhésion du maire Oussou Guédé à AND, Yayi crucifié à Calavi. Le Clairon, Oussou Guédé défie Yayi. Il projette un géant meeting le 21 mars pour crucifier définitivement Dienontin avec un chaos. Élection, on en parle également au Togo où l'opposition semble souffler le chaud et le froid. C'est le moins qu'on puisse dire à la lecture des unes qu'ont affiché les sites d'information et journaux. Ici Lomé, présidentielle 2015, le CAP cherche 135 millions de francs CFA pour sécuriser la victoire de Jean-Pierre Fabre. Mais à Lomé, nous rapporte d'autres informations des ODDH et certains partis politiques en sit-in les 12 et 13 mars devant la CENI pour exiger l'arrêt du processus électoral. Liberté, cette nouvelle a tout fait de créer un peu de remous. Le gouvernement sollicite l'expertise de l'OIF en vue de l'audit du fichier électoral pour calmer les ardeurs. Trop tard, affiche l'alternative, plusieurs barons se procurent déjà des visas et mettent leur famille à l'abri. Puis nous allons refermer le registre des élections, également nous passer de Boko Haram, nous rendre au Tchad, mais cette fois pour parler de l'opération de port de casque qui semble poser un problème. Tout à fait. Cette opération qui aurait pu passer sans anicroche suscite déjà beaucoup de remous et de grincements de dents. À Ouida, la bavure policière s'est invitée dans l'opération à N'Djamena et a fait 3 morts et plusieurs blessés. Tchad Info, l'Union des étudiants du Tchad entre en grève de 3 jours pour dénoncer ce qu'il qualifie d'intolérable. Mali Actu rapporte que écoles et universités de N'Djamena sont fermées jusqu'à nouvel ordre afin d'éviter le pire. Espérons que ces anicroches ne vont pas détourner un peu le pays de l'objectif Boko Haram. Tout à fait, l'essentiel c'est ça, mais la préoccupation de l'heure n'est pas moins importante.
Absolument, merci à vous Jolie et Tonji pour cette revue. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bon suite des programmes sur Sika.